Bonjour à tous, je suis très heureux de partager ce temps de formation avec vous sur le thème « La communication au service de la performance de l'arbitre ». Notre séance va se dérouler en 3 temps. Une première partie sur l'histoire de l'arbitrage, comment l'arbitre est arrivé, pourquoi il est arrivé, et on verra justement en quoi ça oriente le rôle de l'arbitre sur le terrain. La deuxième partie, elle, sera purement une discussion autour de la communication avant le match, pendant le match et après le match. Et enfin, dans notre troisième partie, nous verrons ensemble des témoignages de joueurs, de joueuses et de coachs qui évoquent les points positifs de la communication de l'arbitre, mais également les points que nous devons améliorer pour avoir une meilleure communication avec les acteurs sur le terrain. Voilà, on va démarrer notre séance. Merci de la suivre et c'est parti. Dans cette première partie, on va faire un petit peu d'histoire pour connaître nos origines et les origines de l'arbitrage. En fait, l'arbitrage a toujours existé dans le sport depuis la nuit des temps. Lors des combats de gladiateurs, on voit sur toutes les fresques qui sont représentées ou sur les mosaïques, on voit toujours le juge qui est derrière. Le juge avait un rôle super important à l'époque des gladiateurs, puisque c'est lui qui donnait la décision finale, parfois la décision presque de vie ou de mort, et personne ne pouvait contester la décision du juge. Dans les règles des jeux, il y avait quand même l'article 13, que vous voyez apparaître, qui dit que seul le Sénat pouvait déjuger l'arbitre. Ça fait que ceux qui étaient mécontents d'une décision de l'arbitre, ils devaient faire appel au Sénat, qui lui pouvait annuler la décision si l'erreur était avérée. Au fur et à mesure de temps, le rôle de l'arbitre a perdu un peu de sa superbe, et au Moyen-Âge, on a fait disparaître les arbitres. Si vous prenez l'exemple du jeu de paume, au jeu de paume, il n'y avait plus de juge. En fait, c'était le public qui, à la fin, applaudissait l'équipe qu'il préférait. C'était à l'applaudimètre. Plus on applaudissait fort pour une équipe, c'est elle qui était déclarée vainqueur. Malheureusement, le public n'était pas toujours impartial. Le fair play était aussi mis à rude épreuve. Donc, est arrivée tout tranquillement une personne à qui on allait se référer. C'est la personne qui allait dire à la fin du match, voilà, c'est telle équipe qui a gagné ou c'est telle équipe en fonction de certains critères. Cette personne à qui on se référait, au référent, en anglais, ça s'appelle the referee. Voilà, ça c'est l'origine du mot. The referee, c'est la personne à qui on se réfère. En français, on dit l'arbitre, qui vient du latin arbiter, qui veut dire spectateur, témoin, juge. Voilà l'origine de l'arbitrage. Et voilà pourquoi l'arbitre a été remis. C'est-à-dire qu'on se réfère à lui et on lui fait confiance pour l'acquisition d'un résultat. Pour ça, l'arbitre doit développer plusieurs compétences, qui sont toujours les mêmes depuis la nuit des temps. La première compétence que doit maîtriser l'arbitre, c'est l'impartialité. Ça paraît évident, mais il arrive parfois que des spectateurs, des équipes, voire des joueurs, sentent que l'arbitre a une préférence pour tel ou tel joueur, telle ou telle équipe. Donc à nous, quand on arbitre, de montrer notre totale impartialité aux gens qui sont là. Et on va le voir tout à l'heure, ça commence dès qu'on rentre dans la salle en fonction de la communication qu'on a avec l'environnement. La deuxième compétence que doit maîtriser l'arbitre, c'est la connaissance de notre sport. On est obligé de connaître nos sports. Par exemple, moi je ne pourrais pas être un arbitre de rugby. Je ne comprends rien en rugby. Alors je peux apprendre les règles, je peux essayer de faire appliquer les règles, mais je ne serai jamais un bon arbitre. De même, quand le basket évolue, puisqu'on sait qu'au fur et à mesure des années, le basket il évolue. Par exemple, si je prends l'exemple du spin move, il y a 10-15 ans, on ne savait pas ce que c'était un spin move. Ça a été créé depuis. Alors on appelait ça le reverse, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Si j'avais arrêté d'entraîner, de jouer pendant 10 ans, j'aurais découvert ça sur le terrain. Et quand on découvre ça sur le terrain, il nous faut un long temps d'adaptation pour bien l'arbitrer. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, il est important de continuer à vous entraîner, à jouer, à suivre des formations d'entraîneurs, à regarder des cliniques d'entraîneurs, pour toujours être à la pointe de l'information et de la formation. La troisième compétence à maîtriser, ce sont les règles du jeu, bien évidemment. L'arbitre, c'est lui qui est garant des règles. Alors tout le monde doit les connaître. Je me bats souvent pour que les entraîneurs et les joueurs connaissent mieux les règles. Mais nous, les arbitres, on est obligé de les maîtriser. C'est bien pour ça qu'on vous embête avec des QCM de début de saison, avec un quiz mensuel à faire tout au long de la saison. Parce que nous, arbitres, on est la référence. Les gens vont se référer à nous. La quatrième compétence importante, c'est le respect de l'éthique de notre sport. Vous savez, on a eu des fois des modules où on voyait un joueur qui donnait un coup de pied dans un banc. Est-ce que c'est gravissime? Non, c'est pas grave de donner un coup de pied dans un banc quand on sort ou on fait tomber la chaise. Sauf que si on veut que notre sport reste ce beau sport qu'est le basket, nous les arbitres, on doit mettre le cadre. C'est l'éthique de notre sport. Il y a d'autres sports que je ne vais pas citer où on entend des insultes, où les joueurs avancent vers l'arbitre, limite à le bousculer.
Non, ça, nous, on ne veut pas de ça dans le basket. On veut que notre sport reste propre, beau, agréable à regarder, en famille, etc. Donc nous, quand on est sur le terrain, si on voit un joueur qui donne un coup de pied dans une chaise et qui le renverse, on est obligé de le sanctionner. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Tous les jeunes qui sont là à regarder le match de N3, de N2, de Ligue 2, ben, ils se disent que ça, c'est possible. Et donc, pour eux, dans leur tête, c'est une attitude qui n'est pas sanctionnée. Donc nous sommes les garants de l'éthique de notre sport. Et enfin, la dernière compétence, mais qui en englobe plusieurs, c'est être capable d'utiliser des procédures, des techniques et des attitudes. On vous donne des procédures administratives, on vous donne des techniques d'arbitrage dans la mécanique, on vous donne des attitudes à avoir dans toutes les séances de leadership, de gestion des conflits, de communication. Et c'est justement sur ce point-là qu'on va travailler dans la deuxième et la troisième partie autour de la communication. Comment moi, arbitre, je communique avant le match, pendant le match, après le match. Dans cette deuxième partie, on va entrer dans le vif du sujet sur la communication qui est un outil pour mieux performer sur le terrain. Tout d'abord, on va se rappeler que l'arbitre il doit diriger une rencontre. On a souvent parlé de manager une rencontre. Moi, je crois que ça va plus loin que manager. Manager, c'est un outil pour mieux diriger la rencontre. On doit emmener la rencontre de son début jusqu'à son terme, dans le cadre des règles, des compétences des joueurs, etc., ce dont on a parlé juste avant. Et pour diriger la rencontre, on a besoin du management. Diriger la rencontre, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est observer, juger et décider. Ça, c'est de la technique. Je regarde, faute, pas faute, je juge et je décide. La deuxième chose, c'est que cette décision, je vais devoir la communiquer, je vais devoir l'argumenter, l'expliquer, être pédagogue. Ça, c'est du management et justement, c'est la communication. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est la communication avec les acteurs. Notre communication, quand on est arbitre, elle ne se limite pas juste aux paroles qu'on peut avoir avec les joueurs ou les entraîneurs. Notre communication, elle démarre dès lors qu'on met un pied dans le gymnase. Dès lors qu'on entre dans le gymnase, on est déjà dans la communication. Et ça va se terminer lorsqu'on va quitter les gymnases. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette séance, c'est la communication au sens large du terme, avant, pendant et après le match. Il existe pour cela 3 types de communication. Le premier type de communication, c'est les relations interpersonnelles, c'est-à-dire la communication qu'on peut avoir avec une personne. Avec qui avez-vous des temps de communication lorsque vous êtes à votre match? Essayez d'y penser avec moi. Je vais vous passer ici les différents acteurs avec qui on peut avoir une communication interpersonnelle, c'est-à-dire de personne à personne. Et vous imaginez bien que selon l'attitude que vous allez avoir, le regard sur vous va être complètement différent. La première personne peut-être que vous rencontrez, c'est le gardien du gymnase. Lui, le gardien, quand vous rentrez, est-ce que vous lui serrez la main? Est-ce que vous ne le regardez pas? Est-ce que vous lui faites un sourire? Ça peut être aussi les bénévoles du club, les dames qui sont à l'accueil, la personne qui vend un ticket de tombola. Est-ce que vous achetez le ticket? Est-ce que vous l'évitez? Est-ce que vous l'ignorez? La personne qui est à la buvette, qui vous salue, etc., etc. Ça peut aussi être le président du club qui vient généralement vous saluer. Le président vient, comment vous vous comportez avec lui? Ça peut être également le monsieur qui s'occupe de la vidéo. Voilà, il vient, vous allez lui demander, monsieur, s'il vous plaît, j'aimerais que vous me renvoyiez le match. Comment vous l'interpellez? Comment ça se passe? Quelle image vous donnez de vous? Et enfin, ça peut être aussi vos collègues OTM. Vous allez les croiser sur le bord du terrain avant votre match. Comment vous discutez avec eux? Je pourrais ajouter la liste, allonger la liste, pardon. Mais voyez que chaque communication interpersonnelle qu'on va avoir, ça va donner une image de vous. Et vous allez voir combien elle est importante pendant le match. D'ailleurs, vous faites la même chose. Vous, lorsque vous allez voir un match, vous voyez les joueurs qui arrivent, les arbitres. Déjà, on ressent des choses, ou en tout cas, on donne un avis, on émet un avis sur la personne juste par ses premières paroles, ses premiers gestes. Ça, c'est la communication interpersonnelle. Le deuxième type de communication, c'est la communication de groupe. La communication de groupe, c'est lorsqu'on s'adresse à un groupe d'individus qui est connu, qui rentre dans des critères. Pour nous, la communication de groupe, ce sont les joueuses, les joueurs et les entraîneurs. Là, on est dans le cadre du terrain. Alors c'est vrai qu'il y a aussi avant le match, si on croise l'entraîneur, si on croise les joueurs, les joueuses, comment on se comporte. Mais là, on va se cantonner plus au terrain. Comment je m'adresse à eux? Comment je leur réponds quand ils m'interpellent? Est-ce que je suis agressif? Est-ce que je souris? Est-ce que je souris trop? Est-ce que je les ignore?
etc., etc. On en parlera ça plus précisément dans la troisième partie avec les vidéos des joueurs et des joueuses. Donc le deuxième type de communication après la communication interpersonnelle, c'est la communication de groupe. Je vais donc vous questionner, vous allez avoir un questionnaire à faire en fin de séance sur comment vous vous voyez, comment vous allez pouvoir progresser. Enfin, le troisième type de communication, c'est la communication de masse, c'est-à-dire que l'émetteur, il s'adresse à un ensemble de récepteurs, mais qu'il n'identifie pas personnellement. Ben, vous l'avez compris, c'est le public. Comment le public me perçoit? Quelle communication, entre guillemets, j'ai avec eux par rapport à mon attitude? Ce sont également les journalistes qui peuvent être ici. Ce sont également les partenaires du club qui sont là, peut-être plus proches du terrain. Eux, ils vous voient évoluer, ils vous voient discuter, ils vous entendent, ceux qui sont près du terrain, comment vous parlez avec les acteurs du jeu. Eh bien, quel type de communication vous avez avec ces gens-là? Donc, vous avez bien compris que votre communication, elle dépasse le simple cadre du 28-15. La communication, elle est très importante. En stage de début de saison des arbitres de Jeep Elite la saison passée, nous avons eu la chance d'accueillir Tony Chaperon. Donc tout le monde connaît Tony Chaperon, c'est un arbitre de foot qui a terminé sa carrière et il est connu pour ce fameux geste malheureux qu'il a pu avoir sur un joueur lors d'un match à Nantes. Et il prend un rouge. Pourquoi il met le rouge? Deuxième jaune. Est-ce qu'il a appelé M. Chaperon? Non, je crois que c'est après. Je crois que c'est après, il s'est passé un truc. Il a chambré quoi. Ah, ça fait marrer Valdemar Kita. J'espère qu'il n'a pas fait preuve d'un excès d'autorité, là, M. Chaperon. Ouais, on va revoir ça. Attendons de voir les images. Ouais, on va attendre de voir ça tranquillement. J'ai l'impression. Parce que d'abord, il est tombé, mais je pense que c'était complètement accidentel. Voilà, c'est là. Il est chambre ou pas? Non, ouais, là, il n'y a aucune. Il est chambre pas? Non, c'est même lui, qui lui met un tacle. Oui, Monsieur Chaperon, Chaperon a cru que Diego Carlos avait fait exprès de le faire tomber, mais pas du tout. C'est lui qui est venu dans sa course. Là, il a perdu sa lucidité. C'est lui qui fait expulser. Tony Chaperon est intervenu justement sur l'image de l'arbitre et sa relation. Regardez la slide qu'il nous avait proposée. Dans cette slide, il dit, vous voyez c'est le rond, il dit que notre comportement induit la nature de nos interactions. La façon dont on se comporte, nous l'arbitre, ça va engendrer de bonnes ou de mauvaises interactions avec l'environnement, mais principalement, parce que c'est quand même notre but, avec les acteurs sur le terrain. Est-ce que vous faites preuve d'humilité? Est-ce que vous êtes courtois, notamment avec toutes les personnes qui sont autour du match? Votre posture physique, comment vous vous comportez? Est-ce que vous prenez les gens de haut? Est-ce que vous êtes toujours à votre téléphone dans le gymnase? Je rappelle, entre guillemets, que lorsqu'on rentre dans le gymnase, on doit couper le téléphone. Quel vocabulaire vous utilisez? Est-ce que vous utilisez le tutoiement très facilement ou le vouvoiement? Est-ce que vous avez un contact corporel? Comment il se passe? La poignée de main, est-ce qu'elle est franche, les yeux dans les yeux? Est-ce qu'elle est un peu molle? Quelle distanciation vous avez aussi avec les acteurs? Tony Chaperon nous disait que tout ça est analysé consciemment ou inconsciemment par les gens qui sont autour de nous. Donc pensez que notre comportement induit la nature des interactions qui vont arriver ensuite pendant le match. Il nous disait également, à votre avis, et je vous pose la question, vous qui êtes derrière votre écran, quelle image vous dégagez? Quelle image vous donnez? Toi qui m'écoutes, comment tu penses que les gens te perçoivent? Est-ce que tu es quelqu'un qui est juste? Est-ce qu'ils pensent que tu es quelqu'un que l'on craint? Est-ce que les joueurs te craignent? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un dont on va se moquer? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut plaire aux gens? Est-ce que tu es quelqu'un qui a peur? Est-ce que tu es celui qui est incorruptible? Est-ce qu'ils ont cette image-là? Ou au contraire, ils pensent que tu es plutôt influençable? Est-ce que tu es imperméable à la pression? Voilà, il y a plein de thèmes comme ça qu'on pourrait développer. Donc posez-vous la question chacun, moi, quelle image je donne? Évidemment, quand vous vous dites quelle image je donne, alors le premier abord, on se trouve tous très bien, on donne tous une bonne image, etc. Mais si je vais creuser un petit peu, est-ce qu'il y a des points que je pourrais améliorer? Je vais vous poser cette question dans le questionnaire. Comme j'ai dit, vous avez un questionnaire en fin de séance que vous devrez tous compléter. Vous allez pouvoir vous interpeller vous-même sur ces différents points. Donc, cette deuxième partie, communication interpersonnelle, communication de groupe, communication de masse, voilà, tout ça, ça crée votre image.
Et cette image de communicant, c'est très important pour les discussions et les échanges que vous allez avoir sur le terrain avec les acteurs. Et c'est ce qu'on va voir dans notre troisième partie, où vous allez voir, entendre des joueurs, des joueuses qui vont vous dire ce qu'ils pensent de votre communication. Nous allons maintenant regarder la vidéo de coachs, de joueurs et de joueuses qui ont accepté de répondre à ma question. Pour vous, qu'est-ce qui est positif dans la communication avec l'arbitre? Et au contraire, qu'est-ce que vous n'aimez pas ou qu'est-ce que vous aimeriez que les arbitres améliorent? Donc j'ai demandé à des joueurs et des joueuses de haut niveau, j'ai volontairement pas pris des acteurs de votre niveau pour qu'il n'y ait aucun souci ni pour eux et puis qu'ils puissent avoir une parole libre et qu'ils puissent dire vraiment ce qu'ils ont envie. Donc ils m'ont envoyé des petites vidéos que je vous retransmets brut pour point. Et l'exercice est assez simple. Pendant la vidéo, je vous demande de prendre un papier et un crayon et de faire une colonne en mettant les points positifs d'un côté et d'un autre côté les points à améliorer. Donc à chaque fois que les coachs ou les joueurs-joueuses vous donnent un point positif, notez-le. Par exemple, ils vont vous dire « Moi j'aime bien quand l'arbitre me sourit ». Je note « Être souriant ». S'ils disent « J'aime pas quand l'arbitre me prend de haut », on note de l'autre côté « Ne pas prendre de haut ». Ce qui fait que ça va vous donner une liste de points qui sont appréciés et une liste de points qui sont à travailler. Vous, bien sûr, vous ne serez pas tout dans une colonne ou tout dans l'autre colonne. À la fin de la vidéo, chacun devra, même à la fin de la séance, répondre à un questionnaire pour essayer de voir, selon les points qui ont été donnés, quel point il peut améliorer. Donc pendant cette séquence, je vous invite donc à prendre papier et crayon et vous pouvez regarder les vidéos. Elles durent 10 minutes. Vous pouvez faire des pauses, des stops et puis on se retrouve après pour discuter de ça justement. À tout à l'heure. Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo à la demande de Johan qui a souhaité que je vous parle un petit peu de la relation entre les joueurs et les arbitres. Il m'a demandé de vous dire ce que les joueurs en général n'appréciaient pas chez les arbitres et au contraire ce qui marchait très bien. Donc pour ma part en fait ce qui me dérange un petit peu dans l'arbitrage c'est le jour où pendant un match un arbitre me dit concentre-toi sur ton jeu. Je trouve que c'est une phrase qui n'a pas du tout de sens à ce moment-là dans un match, surtout dans un match de haut niveau où tous les acteurs sont extrêmement concentrés. Et du moment que l'arbitre fait partie intégrante du jeu, parler à l'arbitre ou demander quelque chose, pour moi, il n'y a aucun rapport avec la concentration. Donc voilà. Et puis au contraire, quelque chose de très positif que j'aime dans la relation entre les joueurs et les arbitres, c'est quand un arbitre est capable de regarder un joueur droit dans les yeux en lui parlant. Ce qui devrait être normal tout le temps, mais qui ne l'est pas. Qui n'est pas fait tout le temps, mais quand c'est fait, c'est vraiment très appréciable. Et même si on n'a pas tout le temps de discuter entre joueurs et arbitres pendant un match, je trouve que les petits moments où il y a ce relationnel, je trouve que c'est très bien quand c'est fait avec un regard dans les yeux et voilà avec l'attention que ça apporte. Donc voilà, bon stage à tous et à bientôt, salut. Ce que j'apprécie avec les arbitres, c'est quand on peut discuter calmement, posément, juste après qu'il y ait eu un coup de sifflet et qu'on puisse m'expliquer par exemple à moi mes erreurs sans me prendre de haut et qu'on soit juste aimable et qu'on se respecte l'un l'autre et qu'on puisse discuter tranquillement. Bonjour, alors à la demande de Johan, je vais répondre à ces questions concernant l'arbitrage. Alors pour moi, ce qui me semble important et ce que j'aime bien, c'est d'avoir une bonne communication avec l'arbitre. Pour moi, c'est essentiel, et notamment en début de match, sur les premières petites contestations qu'il peut y avoir. S'il y a tout de suite un dialogue qui s'instaure en expliquant les choses, même si c'est rapidement, avec un ton pédagogue, en général, par expérience, je trouve que ça s'est toujours très bien passé derrière, dans un sens comme dans l'autre, parce que ça met un ton calme à la rencontre et enfin au rapport entre le coach et l'arbitre. Et très rarement ça a pris un match a pris une mauvaise tournure derrière. J'ai toujours eu le souvenir que quand il y avait une communication assez positive entre le corps arbitral et l'entraîneur, les choses se passaient plutôt pas mal derrière.
Voilà, ce qui est pas forcément le cas quand sur un début de match, il y a une contestation et qu'on est pris de haut, qu'on nous répond pas, qu'on nous ignore dès le début. Alors ça, on peut le comprendre si on a contesté 7-8 fois dans le match et qu'à la fin l'arbitre, forcément, il peut pas tout gérer. Mais sur le début d'un match, je pense que c'est important d'être pédagogue et de donner le ton, d'expliquer ce qu'on va siffler aussi, ou pas siffler, ce qu'on a vu. Voilà, donc ça c'est un point qui est très important pour moi et qui est aussi important là, sur un autre aspect, qui est que en fonction des matchs, des coachs peuvent avoir beaucoup de pression à l'entrée de la rencontre, c'est-à-dire des fois il y a des coachs qui ont qui ont la tête sur le billot, sur le billard, on peut jouer notre poste et il peut y avoir une certaine nervosité ou alors un match à très gros enjeux au début, et le fait d'être pédagogue dès le début, ça peut faire redescendre un petit peu la pression chez les entraîneurs. Et le deuxième point que moi j'apprécie, c'est quand il y a une erreur manifeste qui est pas sifflée ou qui est sifflée, qu'on vienne nous dire bon on s'est peut-être trompé, on va être vigilant, parce que ce soit les coachs, que ce soit les joueurs, que ce soit les arbitres, on fait tous des erreurs et voilà, on peut les admettre. Alors attention à pas les admettre comme moi ça m'est arrivé cette année avec dans les 2 dernières minutes un panier important qui aurait dû être validé pour nous, et parce que un des joueurs de l'équipe adverse avait touché la planche et la balle en phase descendante, enfin le ballon avait déjà touché la planche, et il nous accorde pas le panier, et puis sur le repli défensif il me dit c'est pour moi. Bon là, alors c'était très honnête de sa part, mais le problème c'est que le match on le perd, et voilà, là c'est des moments où il faut peut-être pas être aussi honnête, mais en tout cas voilà, dans le cours du jeu c'est quelque chose que j'apprécie, et c'est pas parce qu'on se trompe qu'on n'est pas bon. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Au revoir. Ce que j'apprécie particulièrement avant les matchs, c'est de pouvoir échanger avec vous les arbitres. Mais parfois, quand on joue à l'extérieur et que vous sifflez pas loin de chez vous, on peut avoir l'impression que vous donnez plus d'importance à l'équipe qui reçoit qu'à l'équipe qui se déplace. Et ça peut être gênant dans le relationnel. Je pense que c'est des paramètres à prendre en considération dans votre préparation de match. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne saison et à bientôt. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Johan. En ce qui me concerne, dans ma relation avec les arbitres, il m'arrive d'avoir certains échanges avant les matchs, quand on arrive à la salle, quand les arbitres arrivent à la salle, de pouvoir passer un petit temps pour discuter, pas nécessairement très longtemps, mais d'abord se saluer, discuter. Je trouve que c'est une première preuve de respect entre les coachs et les arbitres. Maintenant, bien évidemment, le temps du match, pendant le temps du match, moi j'apprécie lorsqu'il y a une communication. Et la communication, elle peut se faire de plusieurs façons. Elle peut être verbale, discuter, échanger quelques mots, même si je sais bien que vous ne pouvez pas le faire trop souvent. Mais je crois que ça permet quand même de désamorcer des situations qui peuvent devenir plus problématiques, à la fois pour vous, pour les gérer, mais à la fois pour nous, parce qu'on se focalise un petit peu trop sur ces choses-là, alors que lorsqu'on a un échange court, mais clair, je crois que ça permet de désamorcer pas mal de situations. Cette communication-là, à mon sens, elle peut être aussi non-verbale. Il peut y avoir un signe, une attitude qui nous fait comprendre que stop, il faut s'arrêter, ou qu'on s'est compris sur le fait que la situation sur laquelle il y avait une incompréhension, on peut la régler très très vite. Alors que l'absence de communication, je crois, engendre des tensions qui sont toujours plus importantes, des frustrations, de l'agacement, et vraisemblablement de notre part également, nous, coachs. Je vois aussi des situations comme les lancers francs. Je crois qu'il y a, voilà, vous êtes 3, on a toujours un joueur, nous, dans nos divisions, qui est tout le temps sur le prolongement de la ligne des lancers francs, pas très loin, du côté de notre banc, là, et je trouve intéressant qu'on puisse échanger, là, en tout cas qu'on puisse nous entendre, ou nous montrer qu'on nous écoute. Voilà, je crois que nous, coach, quand on a la possibilité quand on sent qu'on est écouté, ou tout du moins entendu, je crois que ça permet de désamorcer ces situations-là très clairement, plutôt que de laisser les choses s'envenimer, et ça finit toujours
toujours beaucoup moins bien. Donc voilà, me concernant les petits axes que j'apprécie moi dans la relation que j'ai avec les arbitres. Certains le font vraiment très très bien, d'autres voilà, parfois peuvent nous ignorer et je crois que ce sentiment-là est très difficile à accepter pour nous. Voilà, merci, au revoir. Bonjour à tous, Marco Pellin, ancien basketteur professionnel qui jouait à Pont-de-Charluy et qui maintenant est à Saint-Vallier. Voilà, j'avais juste un petit message pour vous, c'était simplement de vous dire que moi ce que j'aime chez les arbitres, c'est quand ils sont humbles tout simplement, qu'ils montrent qu'ils ont la même passion que nous, qu'ils n'arrivent pas avec des têtes fermées au match, qui tout le long du match pensent à faire les justiciers, même si c'est eux qui doivent contrôler le match. Mais il y a une manière de le faire et de garder cet esprit, voilà, l'esprit du sport, l'esprit positif. Pas rentrer dans le négatif, pas rentrer dans le combat avec les joueurs, même si nous on a aussi nos défauts. Hein. Nous bien sûr on est dans la compétition et on est tout le temps dans l'intensité, mais je pense que si vous arrivez à adoucir ce qui se passe sur le terrain, le message sera toujours mieux reçu. Voilà. Bonne chance à tout le monde et à bientôt. Ciao. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite séquence vidéo des paroles des joueurs et des coachs qui vous ont amené à réfléchir et à prendre des notes. Donc vous avez dû noter tous les points positifs et les points à améliorer. Je vous invite maintenant à reprendre votre fiche et à prendre un crayon peut-être d'une autre couleur ou un fluo et surligner quelles sont pour vous vos forces. Voilà, ça je sais très bien faire. Donc mes forces, je dois les maintenir pour être toujours performant sur ces points-là. Et puis d'un autre côté, quels sont les points sur lesquels je dois vraiment travailler? Et dans ce cas-là, je surligne également les points que je dois travailler. C'est ce que vous allez devoir faire dès la fin de cette troisième partie. Moi, ce que je retiens, en tout cas de mon côté, c'est qu'il est important que chacun se sente concerné dans ce qu'on dit les différents acteurs. Ce qui ressort quand même en général, c'est qu'on peut avoir un échange avant le match, avoir un petit mot avec les coachs, les joueurs que l'on croise. C'est toujours bien vu et ça montre que l'arbitre est détendu, qu'il a un regard positif. Ce qui ressort aussi, c'est qu'il est important de communiquer posément, calmement, ne pas monter en pression, ne pas ignorer les gens, ils se sentent frustrés. Donc communiquer calmement, posément, et si vous avez bien retenu ce qu'a dit le coach Rémi Valin, le faire dès les premières contestations. On vous a déjà parlé de gestion préventive. Si vous laissez la première contestation, la deuxième, la troisième, le coach ou le joueur monte, ça monte aussi de votre côté, et à la fin ça termine par deux personnes qui ne s'écoutent pas, et généralement par une faute technique. Donc dès que les premières contestations, j'ai pas dit arrêter le coach, j'ai dit communiquer avec le coach ou avec le joueur en ayant un mot, un regard, comme l'a dit le coach Jean-Baptiste de Cronier, dans du verbal ou du non-verbal. Et enfin, un point qui me paraît important, on vous l'a déjà dit, mais c'est toujours bien de se le rappeler, c'est être capable de reconnaître son erreur. Vraiment, les acteurs, ils me l'ont tous dit au téléphone avant de préparer les séquences vidéo, ils m'ont tous dit c'est quand même bien quand l'arbitre reconnaît son erreur. Ça, c'est tout le monde fait des erreurs et quand il reconnaît, ça apaise tout de suite les choses. Donc voilà moi ce que je retiens. Maintenant, et avant de passer à la conclusion, prenez un temps personnel pour surligner vos points forts et surligner les points sur lesquels vous devez progresser. Pour conclure cette séance sur la communication au service de la performance, je vais retenir 4 points qui me paraissent essentiels dans ce qu'on a discuté ou échangé depuis une demi-heure. La première chose, c'est que la communication ne se limite pas au terrain. La communication démarre dès votre premier pas dans la salle et se termine dès lors que vous allez fermer la porte du gymnase. Le deuxième point, c'est répondre à la question « Quelle image je dégage avant, pendant et après le match ?» Quelle image j'ai et comment je peux l'améliorer? Le troisième point, c'est comment est-ce que je me comporte dans mes relations interpersonnelles, avec le groupe ou avec la masse. La courtoisie, le vocabulaire, ma posture physique, même ma tenue vestimentaire. Et enfin, le quatrième point, c'est ce que vous avez fait et c'est important, c'est sur le terrain, qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer dans ma communication avec les acteurs. Vous êtes invité maintenant, pour terminer cette séance, à compléter le questionnaire en ligne et vous allez être amené à répondre à différentes questions et faire le point sur votre propre communication et vous donner des objectifs de progrès. De notre côté, on va pouvoir récupérer tout
toutes les données que vous allez entrer dans ce questionnaire. Et nous, ça va nous permettre peut-être de créer de nouveaux modules grâce à vos réponses qu'on pourra travailler ensemble sur le stage de mi-saison. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir partagé ce temps de formation ensemble sur la communication ô combien importante dans le rôle de l'arbitre pour diriger une rencontre. À très bientôt. Merci.